Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. Ces mots résonnent en moi depuis longtemps. Ils sont comme une blessure douce, à la fois douloureuse et nécessaire. J'ai sans doute compris cette problématique bien trop tôt. Beaucoup n'en ont pas conscience, ou esquivent le problème. Moi, elle m'habite depuis des années, comme une ombre discrète qui s'invite dans mes voyages, dans mes rencontres, dans mes silences, dans mes projets. Et peut-être même dans les montagnes que les gens montent. Si tous les hommes recherchent d'être heureux, comment expliquer la diversité de nos cultures et de nos trajectoires ? Existe-t-il plusieurs chemins pour atteindre un but commun ? Comment se fait-il que je vienne chercher des réponses ici, au Ladakh, au nord de l'Inde, dans ces montagnes isolées entre la Chine, le Népal et le Pakistan, alors même que, finalement, tout se trouve là en face de moi. Si ce n'était que mon premier voyage, j'aurais sans doute dit en arrivant que ces gens n'ont rien et pourtant qu'ils te donnent tout. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma pensée était erronée. Ces gens ont tout ce qu'il me manque et moi je n'ai rien de ce qu'ils recherchent. Initialement, je voulais réaliser cette vidéo durant mon voyage en Inde. J'y avais sans doute tourné mes plus belles images. Celles qui devaient porter mes réflexions, les incarner dans la beauté des montagnes et la chaleur des visages. Quelques semaines après mon retour, on m'a volé mon appareil, mes cartes SD, et avec elles, ces instants mémorables. Tout s'est effacé. Sur le moment, j'ai cru que ce projet n'aurait plus de sens. Comment raconter une histoire sans les images qui l'accompagnent ? Mais finalement, cette perte a donné une autre profondeur à mon voyage. Comme si l'Inde m'avait offert une dernière leçon. Celle de ne rien posséder, pour mieux vivre ce qui reste. Ainsi, si l'art a disparu, la réflexion est toujours là. C'est depuis l'Indonésie que je reprends ce récit. Non pas pour remplacer les images disparues, mais pour accepter qu'elles ne reviendront pas. Pour comprendre que le manque, lui aussi, peut nourrir une réflexion. Dans les montagnes de Leh, l'air est rare mais la vie abonde. C'est un paradoxe saisissant. Au milieu des pierres, en altitude, là où le froid rend la ville inaccessible en hiver, la chaleur des hommes. Les ruelles de la ville s'étirent dans un mélange de poussière, de couleurs vives et de senteurs culinaires. Les journées à Leh sont apaisantes, le calme y règne, même les chiens errants ne sont pas méchants. Des monastères, des mosquées, des temples, le symbole de l'harmonie entre les communautés présentes. Et le soleil tape. Ici, il y a plusieurs manières de se refroidir. Certains choisiront de prendre une glace au coin d'une rue, d'autres sans vraiment choisir s'allongeront à l'ombre d'un camion en bord de route. Tous la même quête, mais pas les mêmes cartes. On n'a sans doute pas la certitude d'y arriver, mais on a le point commun d'essayer. Bref, certains naissent au pied des montagnes, d'autres dans le bruit des villes. Certains trouvent dans le silence du vent leur consolation, d'autres dans l'agitation des foules. Et si c'était dans la rencontre entre ces chemins que résidait une part de la réponse ? Moi, j'ai rencontré plusieurs touristes hindous venus découvrir la région en moto. Ils m'ont emmené avec eux. Cette rencontre, c'est probablement la conséquence d'avoir choisi un sobre dortoir dans une auberge pour la nuit. La simplicité. Une forme de minimalisme. En voyage, je suis du genre à troquer le confort d'une couchette contre celui d'un siège vacant. Et c'est peut-être cette manière de voyager qui me fait passer de bien belles vacances. J'essaye de voyager, d'apprendre. J'essaye de m'instruire. Bref, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et qu'ils m'ont fait découvrir les lieux du tournage d'un film culte de Bollywood, 3 idiots. All is well. Run, run, run. On a aussi visité quelques temples du coin. Sur la route, ils souriaient aux passants, ils souriaient aux arbres et aux montagnes. En fait, ils souriaient tout le temps. Comme pour m'apprendre à sourire. Rien que pour le geste. Alors, peut-être que le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Dans le sourire d'un inconnu, au travers d'un regard, d'une blague, autour d'un repas improvisé, dans un silence, dans une discussion, dans un geste ou autour d'un chant de percussion. On a beaucoup échangé sur nos cultures, sur nos différences, sur nos manières de réfléchir aussi étranges. Sans forcément se comprendre, on a joué, on a ri, comme si le bonheur nous faisait part de son omniprésence.
plus qu'un bien, plus qu'une destination, ne résiderait-il pas dans une manière d'habiter le monde? Et les nuits, je me repose calmement dans l'agitation de mon dortoir. Et il y a ces rêves qui m'empêchent de dormir. L'ascension du Kanghatse 2, un sommet à plus de 6000 mètres d'altitude. Cette chose qu'on fait juste pour l'adrénaline. Alors je comprends qu'ici, dans ces montagnes himalayennes, je ne suis pas venu chercher un savoir, mais une intensité. Une manière de sentir plus profondément ce que veut dire vivre. À deux hommes vivant le même nombre d'années, le monde fournit toujours la même somme d'expériences. C'est à nous d'en être conscients. Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté. Et le plus possible, c'est vivre. Et le plus possible. C'est-à-dire que, si nous ne choisissons pas la quantité des expériences vécues, nous pouvons en choisir l'intensité. C'est sans doute cette volonté qui m'a amené ici, en Inde, au Ladakh, en montagne. Ainsi, chaque action résonne comme un grain dans le sablier qui t'est imparti. C'est de cette manière que j'ai quitté mes nouveaux amis pour débuter cette ascension. Les premiers pas sur le sentier sont encore légers. Le paysage et mon esprit s'ouvrent devant moi comme une promesse, et chaque pas m'éloigne un peu plus du confort des ruelles animées de lait. Mais très vite, la marche devient silence, effort, répétition. Et si la croyance dans l'absurdité de l'existence commandait ma conduite? Et si le sommet n'était qu'un artifice? Continuerais-je de marcher sans but? Ou alors, quitte à marcher, ne chercherais-je pas à prendre du plaisir à chacun de mes pas? Durant les jours qui m'attendent, ni téléphone, ni piscine, ni petites bêtes. Le summum de la liberté. Un esthète voyageur qui est chez lui, sur la route. Et pourtant, plus nous montons, plus je réalise que se conformer aux exigences d'un but à atteindre nous fait devenir esclaves de notre liberté. Vouloir absolument le sommet, c'est parfois oublier le chemin. Mais n'est-ce pas justement dans ce chemin que réside la vérité? C'est en fait l'absence de but à atteindre qui nous permet de trouver le but à atteindre, ou plutôt la conscience de la présence de la fatalité qui nous permet de voir le bonheur comme nécessité. En tout cas, en cherchant à se rapprocher du ciel en parvenant au sommet, on suit un chemin tout tracé sans jamais regarder la beauté brute du sentier, ni accepter l'âpreté du réel qui nous entoure. Le souffle court, le dos chargé, à plus de 5000 mètres d'altitude. Ici, chaque chose prend une valeur différente. Yes, so most of the time ancient architect. Chaque matin, il faut choisir qu'emporter avec nous, dans notre sac à dos. Certains objets sont indispensables, l'eau, la nourriture, une veste. Ce sont nos besoins fondamentaux, nos valeurs, nos repères intérieurs. Sans eux, difficile d'avancer. On y ajoute parfois d'autres éléments. Un appareil photo, un carnet, un livre. Ils ne sont pas vitaux, on pourrait s'en passer mais ils enrichissent le chemin. Comme les passions, les souvenirs heureux, les relations qui donnent du sens et de la couleur à notre existence. Il y a aussi ce que l'on choisit de ne pas mettre dans le sac. Trop de poids, et la marche devient pénible. Comme s'il s'agissait de laisser de côté certaines rancunes, certains fardeaux du passé ou des attentes trop lourdes qui ralentiraient notre progression. En avançant, on découvre que porter trop longtemps un sac trop chargé fatigue, mais qu'alléger son bagage permet d'aller plus loin et d'apprécier davantage le paysage en ménageant sa monture. Apprendre à trier, à garder l'essentiel et à déposer le superflu. C'est se donner la liberté d'avancer sereinement. Et puis, il faut choisir son itinéraire. On choisit des sentiers, parfois balisés, parfois plus aventureux. Certains chemins semblent tracés, d'autres sont des détours imprévus. Prendre une bifurcation, c'est accepter d'explorer l'inconnu, avec ses risques et ses découvertes. La plupart des montées demandent de l'effort, mais offrent souvent une vue magnifique une fois franchies. Les descentes, elles, semblent faciles, arrivent toujours après une montée mais exigent tout de même une certaine prudence. Et parfois, on ne contrôle pas tout. Orage, averse, brouillard ou neige. Mais on peut toujours s'adapter en mettant une veste ou en acceptant d'être mouillé le temps d'une averse. Dans le brouillard, on a souvent besoin d'un guide pour nous donner la direction et éviter les précipices. Une boussole, une carte, un ami de confiance. Enfin, on peut marcher seul ou randonner à plusieurs. Un jour on sera devant, un jour on sera derrière. Des fois on aide les autres, on porte un peu de leur bagage. D'autres fois on est aidé, bien souvent par le partage. Enfin,
Parfois, il faut apprendre à s'écouter. Le corps peut nous demander de ralentir pour mieux s'acclimater et pour ne pas avoir à renoncer. Bref, j'ai fini ma randonnée. Et après les temples, les montagnes, leurs arêtes, je m'apprête à peut-être quitter le Ladakh, passer de la terre à la mer ou de la Sète à la Serbe. Que retenir à présent ? Peut-être la capacité à trouver du sens dans l'ordinaire. Ici, on ne cherche pas à posséder davantage, mais à vivre pleinement ce qui est déjà. Peut-être faut-il s'arrêter et prendre conscience du temps qui file encore, malgré les difficultés des visages qui jamais ne se renforment ni ainsi s'en sortent, positivité partagée, hédoniste philanthrope. Je reste intrigué par ce mode de vie, ces croyances, cette philosophie. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé la réponse en cherchant à atteindre le nirvana. Accepter l'impermanence et se libérer de la souffrance. À ne pas trouver les réponses, j'ai l'impression que la réflexion m'a desservi. Face au vide existentiel, je me demande si le bonheur ne réside pas dans l'ignorance. C'est sans doute plus facile de regarder les ombres que d'accepter d'être ébloui par le soleil. Bien que tous les humains poursuivent le bonheur, les croyances qu'ils adoptent modèlent profondément la voie qu'ils empruntent. Certains s'en remettent à une promesse de bonheur futur, d'autres se satisfont d'un confort immédiat, peut-être illusoire, sans en interroger le fondement. Comme le voyageur qui parcourt un chemin sans savoir où il va. L'homme cherche du sens dans un monde qui n'en donne pas. Goa, me voilà dans un autre monde. La mer, la chaleur, la musique, les nuits sont éclairées par les néons. Les corps dansent, les gens sourient-ils par transparence. Ici, tout est plus bruyant, plus rapide, plus coloré. On pourrait croire que le bonheur se cache dans cette effervescence, dans cette possibilité de tout oublier. Mais très vite, je me rends compte que le superflu est devenu nécessaire, et que cette surabondance sonne creux. On ne sait plus si l'on rit vraiment ou si l'on joue à rire. Les sourires s'affichent comme des masques, mais derrière eux persiste un vide qui en réalité masque leur sourire. Chaque détail semble pensé pour attirer, séduire, happer. Les logos envahissent les t-shirts, les pancartes, les objets, tout brille, mais tout se ressemble. Je repense aux paysans que j'ai vus ce matin dans les champs, dans les rizières. Je repense à cet éleveur triant les bufflonnes et les yaks en jouant simplement avec leurs pies. Je repense à ce savant qui se promène, qui tourne en rond dans la jungle comme dans les rayons d'une pharmacie. Et je me rends compte d'une chose. Faudrait-il revenir à l'essentiel ? On connaît plus le nom des fleurs, mais on connaît le nom des logos et des marques. Alors je m'interroge. Est-ce cela vivre ? Est-ce se perdre dans la fête, se noyer dans le bruit et s'abasourdir dans l'oubli ? Espérer trouver dans l'excès ce que l'on n'a pas trouvé dans le silence ? Peut-être. Mais je comprends que, pour moi, le bonheur n'est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en nous, impossible de le trouver ailleurs. Il faut croire que le plaisir est le début et la fin de la vie heureuse. Ces désirs insensés s'imposent à nous comme des barrières qui nous empêchent de sortir du cycle. Désirer, enfin, vouloir, procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une souffrance. Parce qu'une fois comblé, une fois le plaisir atteint, le désir se reforme, le besoin renaît, le manque et la souffrance reviennent. À l'infini. Et en même temps, à force de chercher à éteindre le désir, ne finit-on pas par éteindre aussi une part de vie ? Et dans ce contraste, je découvre quelque chose d'essentiel. La fête n'est pas fausse en soi, elle devient vide lorsqu'elle cherche à combler un manque. Mais lorsqu'elle jaillit naturellement, comme une danse spontanée, comme une joie partagée, sans attente ni artifice, alors elle révèle une vérité simple. Parfois, être heureux, c'est juste laisser le moment nous traverser. एक पल तो अब हमें जीने दो Give me some sunshine, give me some rain, give me some other shine. I wanna go once again. Na 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 ना 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 na 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 na. Give me some some sunshine. Alors,
Face à l'absurdité de l'existence, il est possible d'adopter cette autre posture, celle d'un engagement lucide et intense qui ne fuit ni la souffrance ni l'angoisse, mais les transforme en puissance de vivre. C'est sans doute ça, se sentir vivre. Rechercher l'émotion qui t'a apprécié la tristesse et la peur. Et si la mélancolie c'était le bonheur d'être triste? Et si pleurer, c'était réaliser qu'on a vécu des moments forts? J'ai beaucoup marché à Goa. C'était la saison des pluies. J'ai marché le long des routes, le long des chemins, dans les rues passantes, sur la plage, en ville, sous le soleil et surtout sous la pluie. Trempé sous la mousson, seul, au milieu de nulle part, on m'a demandé si j'étais perdu. J'ai répondu non en esquissant un sourire et j'ai continué mon chemin comme si la pluie n'existait pas. Je suis arrivé trempé à Baga Beach. Étonnamment, j'étais loin d'être le seul idiot sous la pluie. Ils étaient des centaines. La mousson à son paroxysme, l'averse à son apogée. Leur sourire dans l'eau, sur le sable, à jouer peu importe l'âge, à sourire, à partager, à rire malgré l'orage. Les photographes qui continuent leur tirage, Saphir qui résonne dans les bars avec Shiran. C'est peut-être ça aussi l'intensité de l'expérience. Vivre pleinement la simplicité. Le bonheur ne serait-il pas déjà présent? Au final, pourquoi chercher de nouvelles choses? Ne vaut-il mieux pas se débarrasser des mauvaises? Et puis, le soleil se couche, la pluie s'arrête, le carnaval recommence. Décidément, la vie à Goa est différente, une végétation plus verte et des rencontres qui laissent indifférents. On reprend nos marques qui habillent nos illusions en esquissant des sourires qui maquillent nos désillusions. Mais celui qui juge ne serait-il pas moins heureux que celui qui s'amuse? Face à mes excès de lucidité, la sobriété de l'ignorance. Une fois rentré à l'auberge, au dortoir, j'ai pu discuter le temps d'une nuit avec Asha Swami. Ses projets m'ont beaucoup touché. Il avait beaucoup d'objectifs à atteindre dans la vie, et après aussi d'ailleurs. Il mettait beaucoup en œuvre pour réaliser ses rêves. J'imagine déjà son sourire quand il y arrivera. J'ai espoir, lui aussi, ça fait 8 décennies qu'il travaille pour. Mais si, finalement, se conformer aux exigences d'un but à atteindre nous faisait devenir esclaves de notre liberté, tout ça ne serait peut-être qu'un suicide philosophique. Comment en est-il arrivé là? L'espoir serait-il un mécanisme mental d'adaptation? Est-ce que l'espoir lui permet d'accepter le divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit? All is well. Le monde est ce qu'il est, avec ses douleurs, ses absurdités, ses injustices. Mais tant que je respire, tant que je peux goûter à l'instant, tant que j'ai conscience de ce qui est, tout va bien. Alors, jusqu'au bout, je continuerai de donner du sens au non-sens avec mes sens. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. J'aime sentir, marcher, nager, admirer, écouter, humer, grimper, goûter, me perdre, me retrouver, découvrir sans jamais me lasser. Alors oui, j'aime les émotions même négatives, parce que c'est quand je ressens que je me sens vivre. Et parce que demain est incertain et qu'après-demain l'est beaucoup moins, j'ai décidé sans attendre de prendre mon bonheur dans les mains. Alors, je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras, traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. Alors c'est vrai que j'aime les réflexions universelles et les casse-têtes philosophiques, mais au final, que retenir de tout ça? Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donnez-moi la vérité. À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je ne sais même pas si c'est la tristesse de la finitude qui me rend heureux ou si c'est le bonheur qui rend triste la finitude. En tout cas, de toutes les gloires, la moins trompeuse est celle qui se vit. Et c'est pour cela que faire l'expérience de la vie, c'est sans doute vivre des expériences. Ainsi, je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir de voyager. Au Ladakh, on m'attend parler de l'Indus, ce fleuve qui prend sa source en Chine, dans l'Himalaya, et descend les montagnes à travers l'Inde puis le Pakistan. Il naît à une source, serpente, rencontre des obstacles et se jette dans l'océan. Convoité, détourné, ou bien libre dans son cours, il ne résiste jamais mais coule toujours. Le fleuve est partout à la fois. À la source, à l'embouchure, à la cascade, au bac, au courant, à la mer, dans la montagne. Partout à la fois. Et seulement ainsi le fleuve est complet. Et peut-être que moi aussi, je dois accepter de me voir comme ce fleuve, à la fois au commencement et à la fin, à la fois dans la joie et dans la peine, dans la peur et dans l'élan. C'est ça, Home. L'unité. La totalité. Le tout. Non pas une réponse définitive, mais une manière de dire oui. Oui au présent, oui à l'absurde, oui à la vie. L'essentiel, c'est pas d'aller loin, mais c'est le chemin pour y arriver.
Alors oui, ils ont volé mes cartes SD, et comme le temps avec la vie transformait mon art en néant. Voilà une situation gênante, mais je les pardonne. Je crois que c'est pour ça que mes parents m'appelèrent Clément.